Salut et bonjour à toutes et à tous. Merci d'être en notre compagnie sur France 3 Corse via Stella. Au sommaire, Dodier, changer de métier, d'accord, mais comment s'y prendre? Le deuxième salon de la reconversion professionnelle débute dans quelques jours partout en Corse. Dans un instant, on vous dit comment bien préparer ce changement et à qui s'adresser. L'association INSEM aide les personnes soignées sur le continent et leurs proches. Quels sont les différents types d'aides proposées? La directrice de l'association nous rejoindra dans deuxième partie d'émission pour nous expliquer tout ça. Avez-vous déjà envisagé de changer de métier? Pour commencer, un chiffre, 44%. 44%, c'est le nombre d'actifs qui souhaiteraient entamer une reconversion professionnelle selon un sondage IFOP de mars dernier. Mais beaucoup hésitent car ils ne savent pas comment s'y prendre, par où commencer. Alors on vous propose de vous aider avec nos deux premières invitées. Et pour parler de reconversion professionnelle, j'accueille sur ce plateau Estelle Crémona. Vous êtes directrice Pôle emploi Ghisonaccia-Corté. Et à vos côtés, Peggy Poirot, vous êtes la directrice de la Chambre des métiers et de l'artisanat de Porto Vecchio, dans l'extrême sud. Bonjour, merci à toutes les deux d'être venues de si loin, jusqu'ici à Ajaccio. La reconversion professionnelle, tout d'abord, qu'est-ce que c'est, Estelle Crémona ? La reconversion professionnelle, c'est tout simplement, à un moment donné, l'envie de changer de métier, de carrière. Et ça peut intervenir à tout moment et tout au long, en fait, de la vie professionnelle. Donc, peu importe l'âge, peu importe la qualification de départ, peu importe le moment de vie où on peut passer sur une reconversion professionnelle et on peut même en vivre plusieurs dans une carrière. Alors justement, on dit, Peggy Poirot, qu'aujourd'hui, on aura plusieurs vies professionnelles dans une vie. Vous sentez cette évolution ? Ah mais complètement. Enfin, moi en plus j'œuvre dans une institution donc, qui est la Chambre de métiers et de l'artisanat. L'artisanat c'est très vaste et depuis quelques années, enfin moi ça fait 20 ans que j'y travaille, on voit tout type de public venir à de nombreuses reprises. D'ailleurs c'est devenu comme une famille avec des personnes qui viennent pour une formation initiale, une reconversion, une création d'entreprise et à la fois pour transmettre leur savoir. Donc effectivement on a plusieurs vies. Alors qui peut bénéficier de cette aide à la reconversion? Comment ça s'organise? Eh bien, ça dépend là-dessus, le moment de vie où on est. Tout le monde peut bénéficier d'une aide. Mais selon qu'on est en emploi ou que l'on est demandeur d'emploi à un moment donné, selon que l'on est jeune, on va avoir peut-être des clés d'entrée qui vont être légèrement différentes pour savoir qui peut aider. Pour cela, il y a de manière générale le conseil en évolution professionnelle avec différentes personnes qui vont intervenir dessus. Et c'est vrai qu'il faut pas hésiter, quand on a une idée ou une envie de reconversion, tout simplement à se faire aider. Se faire aider par les pôles emploi, se faire aider par Mission Locale ou Cap Emploi, se faire aider par là-dessus tout le réseau du CEP pour les actifs. Le CEP du Conseil en évolution professionnelle, voilà. Et par aussi le réseau consulaire qui est là parce qu'un des grands thèmes de reconversion, c'est classiquement la création d'entreprises. Et il y a une connaissance du métier et du circuit de création qui est présent et qui permet d'avoir des conseils d'excellente qualité. Quelles sont les questions que l'on doit se poser quand on décide justement de franchir le pas et de se lancer dans une reconversion? Parce que c'est quand même pas anodin, ça peut être un bouleversement à un moment donné dans une vie. C'est un vrai bouleversement de vie, c'est rarement ça se prend pas à la légère. Il y a des questions qui tiennent à l'envie, au moment de vie où on est, au point que l'on fait sur ce que l'on aime ou ce que l'on n'aime plus dans le métier que l'on occupe. Mais il y a aussi des questions sur le réalisme là-dessus aussi. Est-ce que mon projet va me permettre de vivre, de tirer des revenus? Voilà, il y a des questions sur le circuit à faire en termes de formation. Est-ce que j'aurai besoin de rentrer dans une nouvelle formation ou pas? Et du coup, quelle formation? Où est-ce qu'elle existe? Voilà, c'est pour ça qu'il y a tout un réseau. Comment je fais? Tout à l'heure, vous avez évoqué différents partenaires. Vous représentez Pôle emploi, la Chambre des métiers et de l'artisanat. Si je viens vous voir, je peux aussi entamer un processus de reconversion, Peggy Poirot? Totalement. Nous œuvrons quotidiennement pour tout type de public, pour
tout type de demande, que ce soit un public effectivement demandeur d'emploi, jeunes, bénéficiaires des minima sociaux, comme les salariés, les indépendants, parce qu'on n'en a pas encore parlé, et des chefs d'entreprise, parce que c'est pas parce qu'on est chef d'entreprise qu'on ne veut pas changer de métier ou évoluer de la même façon, ou faire évoluer ses collaborateurs. On parlait de fidélisation tout à l'heure, en off, et c'est, je pense, un enjeu majeur du marché de l'emploi actuellement. Oui. Parce qu'au cœur de tout ça, il y a la question à la fois des compétences sur une part. Quelles compétences j'ai, comment je peux me projeter sur ces compétences ailleurs ou autrement. Et puis, il y a aussi la question, on ne l'a pas trop évoqué, mais du contexte professionnel. On le disait, on peut avoir des attentes différentes selon le moment de vie et ça peut toucher tout le monde, y compris les créateurs d'entreprises ou les employeurs qui sont déjà en place. Avec cette question, des fois, du télétravail qui peut se poser aussi, de où est-ce que je veux habiter. La reconversion, c'est aussi peut-être aujourd'hui l'évolution du rapport au travail et peut-être la possibilité d'exercer peut-être la même activité mais autrement. Tout à fait, c'est ça. Ça signifie qu'on doit passer d'abord par un bilan de compétences, par exemple ? Alors, ce n'est pas une nécessité, mais c'est une façon de sécuriser son projet. Parce que l'objectif d'un bilan de compétences, c'est de définir un projet professionnel réaliste, c'est-à-dire qu'il soit dans nos capacités, dans nos compétences, et réalisable, c'est-à-dire qu'il soit applicable sur d'autres zones de mobilité. Si je souhaite, par exemple, rentrer dans un processus de reconversion, est-ce que ça signifie que je dois me consacrer à 100% dans cette reconversion, peut-être avec de la formation? Et auquel cas, est-ce qu'on bénéficie d'aide ou est-ce que je n'ai pas de parachute, en quelque sorte? Ah, mais Dieu merci, là-dessus, il y a tout un circuit qui est fait pour permettre de sécuriser ce type de parcours. Ça veut dire que quand, effectivement, le projet a passé une première phase de maturation, qu'on y a un peu réfléchi, que l'on sait où on va, il y a tout un réseau de partenaires qui est là. Si on est actif là-dessus, c'est simple, il y a un site, Mon conseil en évolution professionnelle, simplement, on le tape sur Google, et on peut avoir accès à des rendez-vous qui sont donnés par le réseau Corse Compétences pour ici, et on va pouvoir avoir accès à un conseil. Si on est demandeur d'emploi, c'est simple, on passe la porte de son poste emploi ou on envoie même un mail à son conseiller, et on va avoir aussi ce conseil qui est délivré. Pour les cadres, on a la PEC aussi qui va intervenir. Mais on a bien toutes ces portes qui font qu'on a toujours une porte à pousser pour avoir ce niveau de conseil. Et on va pouvoir aller jusqu'au financement de sa formation, de la période, et d'avoir le projet en fait qui est accompagné pour être bouclé. Voilà, avec des professionnels. Peggy Poirot, est-ce que vous avez des exemples justement de reconversion réussie dans l'extrême sud? Oui, on en a bon nombre. Je vais vous en donner deux déjà assez significatifs. Une personne qui était cadre et qui a fait le choix de l'artisanat. Pour ce faire, elle a suivi ce qu'on appelle un projet de transition professionnelle, anciennement le CIF, le congé individuel de formation, qui lui a permis d'obtenir un CAP boulangerie, de s'installer, c'est-à-dire de créer son entreprise et de la développer vers un positionnement un peu atypique sur du bio et des produits véritablement à savoir-faire locaux. D'autres avec des jeunes personnes qui ont commencé sur de l'apprentissage dans le bâtiment et qui ont fait des validations des acquis pour faire des adjonctions d'activités, créer encore une fois leur entreprise et être à leur tour chef d'entreprise. Est-ce que dans une région comme la Corse, avec un tissu entrepreneurial particulier, beaucoup de très petites entreprises, il est facile de se lancer dans un processus de reconversion ? Alors, ça peut être plus ou moins compliqué, mais là-dessus, ce qui est bien, c'est qu'il y a un réseau de partenaires et qu'il y a des possibilités. Il y a une possibilité très simple, des fois, ça va être de pouvoir aller faire une immersion. Une immersion chez un professionnel qui est déjà existant. Ça permet de voir le métier, de voir les compétences qui sont nécessaires, peut-être d'avoir une idée de la formation qu'il faudrait faire pour pouvoir exercer le métier. Et c'est très concret. Et puis ça permet d'avoir déjà un réseau de professionnels qui permet de pouvoir dire si c'est réaliste ou pas. On commence à toucher les choses. Et les conditions d'exercice du métier qui font partie importante d'une reconversion et du choix. Si vous aviez un conseil à donner à celles et ceux qui se posent la question en ce moment d'une reconversion, d'un changement de parcours professionnel, qu'est-ce que vous leur donneriez comme conseil ?
Alors, de se poser les bonnes questions. Déjà, de se poser soi-même. La question la plus importante, selon moi, c'est pourquoi. Pourquoi, c'est-à-dire qu'est-ce qui me satisfait et quelles sont les causes de mon insatisfaction sur mon lieu de travail ou dans l'exercice de mon métier. Je pense que ça, c'est la première des questions. La deuxième, pour moi, ça serait qui je suis, c'est-à-dire en termes de compétences, de connaissances et d'aptitudes, ma personnalité, mes aspirations professionnelles. Parce qu'on est dans une société actuelle où l'équilibre vie personnelle et vie professionnelle, intérêt pour ce qu'on fait, est quelque chose de très 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 important et raison pour laquelle il faut véritablement se poser les bonnes questions. Un conseil ? Un conseil, se faire confiance, mais sécuriser. Se faire confiance parce qu'on a des envies et que souvent les beaux projets, à la base, c'est quelqu'un qui a fait confiance à son envie. Et sécuriser en croisant les regards, en allant voir les professionnels, les conseillers, les professionnels qui pratiquent déjà le métier pour pouvoir sécuriser effectivement son projet. Alors, il sera possible de se renseigner sur le terrain dans quelques jours avec le salon de la reconversion qui va débuter la semaine dernière. La semaine prochaine, comment va-t-il se dérouler et où il sera possible de rencontrer peut-être les services de Pôle emploi, les chambres des métiers, mais aussi tous les autres partenaires dont vous nous avez parlé? Alors déjà, ce salon est à l'initiative d'une structure qui s'appelle Transition Pro Corsica, donc l'ex-FONGECIF, qui a su rassembler autour d'elle un certain nombre d'acteurs, donc les institutionnels comme Pôle emploi, les chambres consulaires et bien d'autres, parce qu'on est assez nombreux. Le comité de pilotage, je crois, comprend 45 structures différentes ou personnes. Et l'objectif est véritablement d'être au plus proche des publics, donc au plus proche des territoires. On pourra vous retrouver sur différents sites? Sur l'ensemble de la Corse, c'était vraiment très important d'être territorialisé. C'est bien parce qu'il y a tout cet écosystème qui a été créé à l'occasion de ce salon et qui permet pour quelqu'un qui a juste une envie qui peut être plus ou moins aboutie, de passer la porte et d'avoir l'ensemble des réponses qui sont là. Toutes les micro-régions sont à peu près représentées. Voilà, il y a un début qui se fait par Porto Vecchio. Le 21 novembre. Voilà, et effectivement, il y aura Ghisonaccia, Bastia. Et on pourra retrouver de toute façon toutes les informations sur vos sites respectifs et les campagnes de communication qui vont se tenir. Merci à toutes les deux d'avoir participé à cette émission. Régulièrement, nous essayons ici d'être le plus pratique possible sur des questions de société ou des accompagnements proposés par différentes associations. Vous connaissez INSEM et Association d'aide aux familles dont les proches sont soignés sur le continent. La directrice de l'association va nous expliquer comment bénéficier des aides d'INSEM et surtout quels sont les différents types d'aides. Merci beaucoup. Et la directrice d'INSEM qui vient de me rejoindre, c'est Laura Poncevera Franceschini. Bonjour. Laura, il y a quelques semaines, vous nous aviez expliqué que tout le monde peut faire appel ou bénéficier du soutien d'INSEM, à la condition naturellement de bénéficier d'une prescription médicale. Nous explorons aujourd'hui d'autres questions et en particulier, quand on parle d'INSEM, on pense souvent hébergement sur le continent, mais c'est bien plus que ça, c'est différents types d'aides. Oui, l'objectif d'INSEM, c'est d'aider sur tout le spectre du déplacement médical sur le continent. Donc en effet, il y a l'hébergement, mais c'est pas le seul souci lorsqu'on doit partir se faire soigner. Donc la première chose qu'on va faire, c'est un accompagnement informatif et administratif. On va aider les personnes parce qu'il y a de nombreuses démarches administratives à effectuer. Donc on va les faire... Soit on leur apprend à les faire, soit on les fait avec elles. Donc ça, pour toute la partie administrative, à partir du moment où c'est en lien avec un déplacement médical sur le continent, on peut faire appel à INSEM. Quelles sont les principales difficultés que peuvent rencontrer d'un point de vue administratif les patients ou leurs proches ? Alors ça peut être la réservation d'un taxi, d'un billet de transport, ça peut être la demande de remboursement auprès de la caisse de sécurité sociale ou de la mutuelle. Donc c'est assez vaste, voilà, ça peut être toutes ces questions-là. Et vous bénéficiez de contacts, de relais dans chacune des villes, que ce soit Marseille, Nice ou Paris ?
Alors, on a la chance d'avoir des bénévoles sur le continent qui nous accompagnent, notamment pour l'accueil des bénéficiaires. Mais on a aussi la possibilité d'accompagner les gens à distance, grâce au mail et au téléphone. Donc, quel que soit l'endroit où les gens doivent partir se soigner, on peut les accompagner. Il est possible de bénéficier aussi d'autres types de soutien auprès de vous et de quel type? Oui, alors en plus de l'administratif, on a tout un pôle d'aide qui concerne les transports. Donc on va, par exemple, une de nos aides, ça va être de faire l'avance lorsque les délais sont trop courts. On va payer, nous, le billet de transport le temps que le bénéficiaire se fasse rembourser par la Caisse de sécurité sociale. Et on va également prendre en charge, et là c'est très important, les billets de transport des accompagnants. Lorsque, par exemple, un enfant est hospitalisé pour plusieurs mois sur le continent, la Sécurité sociale ne va prendre en charge les billets de ces 2 accompagnants que pour le moment où ils partent avec lui et où ils reviennent. Sauf que lorsque ça dure plusieurs semaines, plusieurs mois, il faut parfois rentrer en Corse pour travailler, pour s'occuper d'un autre enfant ou pour toute autre raison. Et dans ces cas-là, l'association intervient pour prendre en charge ces billets de transport-là en allant pour un mineur à 4 allers-retours par mois. C'est-à-dire que l'objectif concrètement, c'est que l'enfant ait à ses côtés au moins une fois par semaine ses proches. Ça, c'est très important. Et là encore, pas de restriction en ce qui concerne la possibilité. La seule condition, c'est naturellement une prescription médicale, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. On peut aider aussi les majeurs. Là, je parlais de 4 allers-retours pour les mineurs. On en fait un de moins pour les majeurs. Donc, en fait, c'est toujours le même principe. On aide tout le monde. On va toujours un petit peu plus loin pour les enfants, mais on aide tout le monde. D'un mot, en ce moment, votre actualité, c'est aussi le lancement de la tombola de fin d'année. C'est un moment important pour vous. Comment ça se passe? Le moment le plus important de l'année, puisque c'est la plus grosse récolte de fonds pour l'association. À souligner, 100% des recettes sont reversées directement aux familles, donc payent des nuits d'hôtel, payent des billets d'avion. Donc très important de participer. On a la chance d'avoir des partenaires qui nous ont fait de très beaux lots. Et on y reviendra sans doute ensemble dans cette émission. Merci beaucoup Laura Poncevera Franceschini. C'est la fin d'INSEM d'Audier, dans un instant. La météo, puis l'actualité. On se retrouve demain midi. Bonne journée et à demain.